d'avoir bravé les intempéries, d'être présent aujourd'hui pour cet événement important. Euh, Merci à Paul Schaeffer, merci à Annette Vevorka. Je vais tout de suite transmettre la parole à Annette qui tenait absolument à introduire cette journée consacrée à la nuit de cristal. Annette Vevorka, qu'on ne présente plus, grande historienne, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et de la mémoire de cette guerre. Juste une petite correction, je ne tenais à rien du tout. Mais je nous, vais remercier, nous on tenait. à vous, je remercie Livia Parnes de m'avoir demandé d'introduire cet après-midi, puis de discuter après avec Corinne Chaponnière, qui a écrit un livre remarquable, Les 4 coups de la nuit de cristal. Et je suis vraiment heureuse d'être aux côtés de Paul. Nous nous connaissons maintenant depuis un certain nombre d'années. Alors, l'intitulé de l'après-midi pose déjà un problème, puisque en Allemagne, on ne dit plus la nuit de cristal, car on considère que cette appellation de nuit de cristal a quelque chose de presque romantique. Et on préfère aujourd'hui parler du pogrom de novembre 38. Donc, mais les appellations, quand elles rentrent dans la culture commune, sont pratiquement indéracinables. Donc on continue à dire la nuit de cristal. Donc je ne vais pas raconter le déroulement, la mécanique qui va des coups de feu tirés par Herschel Grinchmann, blessant le 3e attaché d'ambassade Fomrat le 7 novembre, lequel décède 2 jours après. C'est donc le prétexte de ce pogrom. Corinne y reviendra tout à l'heure. Mais quand on parle de nuit de cristal, on évoque juste un aspect, j'ai presque envie de dire un petit aspect, qui est celui des vitres brisées des boutiques, des commerces des Juifs. Car la nuit de cristal, ça a été un pogrom, où pogrom, c'était tout détruire, tout casser. C'est ça le sens du mot pogrom en russe. Et ça a été les vitres brisées. Ce qui a eu des conséquences dont je ne parlerai pas, des conséquences économiques pour les Juifs allemands constitués en communauté par les nazis. Mais en dehors de ces entreprises juives qui ont été saccagées, le chiffre canonique étant de 7005, mais à l'heure actuelle, les historiens allemands relèvent ce chiffre, il y a eu un certain nombre de morts. Le chiffre aussi est revu aujourd'hui à la hausse. Des suicides en nombre, des gens jetés par les fenêtres. Et si vous regardez sur Wikipédia, il y a le chiffre de 100, mais aujourd'hui, les historiens allemands ont revu ce chiffre jusqu'à plus d'1 millier. Et puis, c'est aussi pour la première fois la déportation, le mot n'est pas tout à fait correct, mais l'internement des juifs allemands massivement dans des camps de concentration. Le système concentrationnaire n'est pas un système qui a été conçu pour les juifs. Vous avez parallèlement la mise sur pied d'un système concentrationnaire pour les opposants réels et supposés, et d'un autre côté, la persécution des juifs. Mais là, à peu près 30 000 juifs sont conduits dans les camps de Dachau ou de Buchenwald. Et l'objectif n'est pas de les garder dans les camps, l'objectif c'est de rendre l'Allemagne judenfrei ou judenreich. La nuit de cristal, c'est un pogrom qui est fait pour accélérer le départ des juifs d'Allemagne et d'Autriche. Tout à l'heure, on y reviendra. Parce qu'on a tendance à parler
de l'Allemagne, mais la nuit de cristal dans une Autriche qui était rattachée depuis mars 1938, c'est l'Anschluss, à l'Allemagne, a été terrible. À Vienne, elle a été terrible. Donc, c'est le premier acte de violence massive contre les Juifs en Allemagne. Parce que, avec les Jeux de Berlin, un certain nombre de Juifs qui avaient émigré étaient revenus en Allemagne. Et c'est un signal pour les faire partir quand ils peuvent. Et Adolf Eichmann s'installe à Vienne et il installe cette espèce d'usine pour que les Juifs viennois partent, en laissant bien évidemment tous leurs biens. Donc on peut dire qu'il y a 4 coups de la nuit de cristal, mais que la nuit de cristal, c'est le signe, et qui est d'ailleurs compris comme tel, qu'il n'y a plus de place pour les Juifs en Allemagne et en Autriche, même si, bien évidemment, on ne peut pas anticiper une décision de destruction qui sera prise courant 41. Voilà, je pense, pour le contexte. Et je trouve que cet après-midi est très bien conçu, parce qu'on va d'abord entendre, voir et entendre Paul. Ensuite, on aura le travail d'une historienne. Et je crois qu'il y a eu très peu de livres en français sur la lutte cristal. Petit hommage en passant à Rita Tallmann, dont bientôt l'allée va être inaugurée. Elle va avoir une allée dans sa rue qui va être inaugurée courant 2018 ou 2019. Donc un hommage à Rita Tallmann. Donc on aura le récit des historiens. Et ensuite, puisque aujourd'hui de plus en plus, c'est par le film, le documentaire que l'histoire est transmise, on aura un documentaire que je n'ai pas vu, mais que je verrai avec un grand intérêt. Donc je laisse la place à Claude et à Paul. Ah, tu restes. Je reste là, Oui, d'accord. Juste la présentation. Donc, puisqu'on a parlé de Rita Tallmann, il existe peu d'ouvrages, à vrai dire, sur la nuit de cristal. Tout à l'heure, on vous en présentera un. Mais le premier ouvrage en français, c'est celui de Rita Tallmann et Emmanuel Feinerman, qui est épuisé, mais qui date des années 70, du début des années 70. Et puis, il existe un autre ouvrage, mais en anglais, de Martin Gilbert. Mais il y a assez peu de travaux historiques sur la question. La plupart des travaux qui sont menés aujourd'hui, ils sont autour des journaux des dignitaires nazis, donc on s'intéresse plutôt au bourreau qu'à l'événement lui-même qui a donné lieu à peu d'études historiques sur le sujet. Alors on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Paul Schaeffer ici. Paul Schaeffer, je vais vous le présenter en 2 minutes pour celles qui ne le connaissent pas encore. Donc il est né à Vienne. On peut donner l'année de naissance, Paul? C'est bientôt ton anniversaire. Dans quelques jours, il va fêter ses 94 ans. Il est né en 1924 à Vienne. C'est un Viennois typique. Il a grandi à Vienne et il a assisté à différents événements. En 1938, on va parler d'un cristal, mais on reviendra tout à l'heure peut-être un petit peu sur les événements qui ont précédé dans les mois antérieurs, notamment avec l'Anschluss dont Annette Vivorka a parlé tout à l'heure. On est dans un contexte très particulier. Juste un mot, et moi je me tais, je suis là juste pour jouer les monsieur loyal. La nuit cristal, elle est particulièrement virulente. Annette l'a dit, mais j'insiste. À Vienne, c'est l'endroit où il y a le plus de suicides, puisqu'il a été question des suicides. C'est l'endroit où cette nuit, et quand on dit cette nuit, ce sont ces nuits, parce que ça dure plusieurs jours. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est le 11, donc 2 jours après le début du déclenchement, le 11, eh bien, le 11 novembre 38, ça continuait. Ça continuait dans différents endroits, dans les villes, mais aussi dans les campagnes, partout ailleurs. Donc cet événement est très important, mais il est particulièrement violent. On essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure à Vienne. Paul, merci d'être là encore à nouveau. Est-ce que tu veux dire quelques mots? On va projeter un extrait d'un film que tu as réalisé il y a quelques années à l'intention du mémorial pour l'INA, où tu racontes un petit peu la nuit cristal. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en guise d'introduction? D'abord, bonjour, merci d'être venu et c'est peut-être la première fois, la dernière fois que j'ai la possibilité
de m'exprimer devant un public intéressé. Et chaque fois quand je pense que c'est la dernière fois, ça arrive encore, eh bien, j'espère que ça continuera. Il y a plusieurs choses que au risque évidemment de dire des choses qui sont sues, et je vous demande de me pardonner dans ce cas auprès d'eux ceux qui connaissent cela. D'abord, le terme Judenfrei. Un terme Judenfrei paraît être un terme nazi, mais il ne l'est pas. Judenrein, c'est-à-dire propre des Juifs, a été employé une première fois en 1924 à Linz, une petite ville proche de Vienne, par un club de cyclistes dont les responsables s'étaient vantés en communiquant à son siège que son organisation, enfin, son ensemble de cyclistes était enfin Judenrein. Donc, c'est dire qu'il y a comme ça des choses qu'on peut facilement confondre. D'autre part, Vienne, où on vient de nous dire que la nuit des cristal était plus dure, plus brutale, vient très probablement a pour origine plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'avoir perdu l'Empire. L'Empire d'Autriche, ça représentait quelque chose d'important pour les Autrichiens. Les avoir perdus malgré la victoire des Alliés, eh bien, rien n'a été restitué à Vienne, bien au contraire, l'Autriche s'était rétrécie pour devenir un tout petit pays de quelques 8 millions d'habitants. D'autre part, l'Autriche d'après-guerre a toujours prétendu qu'ils étaient occupés et n'ont pas accepté, demandé. Or, c'est un mensonge grossier, car les Autrichiens souhaitaient, demandaient que Hitler occupe l'Autriche, et bon nombre d'Autrichiens portaient à l'envers de leur revers de veste l'insigne interdit sous la République d'époque et qui était l'insigne d'adhésion aux nazis. Il s'appelait simplement avec quelques lettres NSDAP, Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Et alors, les gens étaient tout fiers quand les nazis sont arrivés de retourner leur revers et montrer à quel point ils étaient en attente de l'occupation, ou plus exactement de l'accaparation, si je peux dire, de l'Autriche. Par conséquent, l'Autriche n'a jamais
été occupée par les nazis, l'Autriche a appelé de tout son cœur et de toute son âme la venue des nazis et l'ont accueilli d'ailleurs. Il y a des photos où on voit les Autrichiens accueillir les nazis avec un enthousiasme à guère imaginable. Paul, on va en revenir là-dessus après la projection du petit extrait, notamment à cet Anschluss, parce que c'est absolument indispensable. Juste encore un tout petit mot peut-être. Tu parles donc de cette adhésion de la population au nazisme et probablement à l'antisémitisme. Toi, donc tu es né en 1924, donc tu grandis à Vienne, tu es typiquement viennois. Tu as dû souffrir beaucoup de cet antisémitisme, toi, dans ton enfance? Oui, les Autrichiens sont très, très souvent antisémites, et pour différentes raisons. D'abord, il y avait une immigration juive importante qui venait de l'Est et qui était mal accueillie. Ensuite, la couche sociale la plus élevée, considérant médecins, avocats et professeurs, écrivains comme supérieurs, eh bien, étaient également des juifs. Alors, des deux côtés, les deux couches parallèles autrichiennes étaient évidemment, avaient trouvé dans cette répartition sociale, évidemment une raison justifiée de leur antisémitisme. Il y avait d'autre part, d'une façon générale, en Autriche, un mélange important de public, car avant d'être l'Autriche, ils étaient donc l'Empire. Eh bien, cet empire englobait la Pologne, la Tchécoslovaquie et autres pays de l'Est. Eh bien, ces gens-là sont restés à Vienne et avaient emporté de leur pays d'origine l'antisémitisme dans lesquels ils étaient élevés pour des raisons diverses sur lesquelles je ne vais pas me retarder. Toi, personnellement, quel était ton milieu juste avant qu'on passe? Eh bien, de quelle manière tu as dû souffrir ou pas de cela? Souffrir, non, parce qu'on s'habitue à tout. Eh bien, bien sûr, l'école, on était mal vu, on était donc des juifs. Il y avait dans ma classe 2 ou 3 juifs. On était toujours mis à des endroits les plus désagréables. Le professeur nous mimitait notre allemand ou l'allemand des juifs, qui n'était pas obligatoirement le nôtre, mais qui était un allemand yiddishiste, qui était parfois très drôle. Eh bien, il imitait, c'était leur expression d'antisémitisme. Donc, les punitions étaient plus sévères, également à l'égard des Juifs, et ceci a duré jusqu'à l'occupation des nazis, jusqu'au moment où les Juifs n'avaient plus les droits non seulement d'être assis séparément des non-juifs, mais devaient fréquenter une école spécifiquement faite et construite pour les Juifs. Et c'est au lendemain de la nuit cristal, justement. Non, la nuit des cristal n'avait pour l'instant absolument rien à faire. Je me permets de répéter un mot de mon père. Hélas, il s'était trompé.
Il a dit, bah, ce n'est pas grave, patientons. Les nazis sont en Allemagne depuis 1933 et il y a toujours des juifs 5 ans après en Allemagne. Eh bien, le mauvais courant, le mauvais vent va passer et nous pourrons également rester sur place. Donc, nous n'avions pas pensé que d'abord que la brutalité des Autrichiens était violente, elle était brutale, elle était plutôt conforme à un comportement des voyous qu'à un comportement des gens civilisés, alors que, au point de vue culturel, malgré tout, l'Autriche n'était pas le dernier des pays en Europe. On va maintenant projeter le petit extrait de 20 minutes, dans une minute ou deux. Paul, on va peut-être s'asseoir là pour le voir. Et puis, on se retrouve après. Je n'ai pas précisé que Paul, après, a fui, bien entendu, l'Autriche. Il est venu en France, où il s'est réfugié dans le sud, et il a été arrêté et déporté à Auschwitz. Mais on en parlera certainement un tout petit peu tout à l'heure. On va s'asseoir là pendant la projection. Une histoire qui est un peu typique de celle des Juifs de Vienne. Donc il y a ceux qui ont pu partir effectivement légalement grâce à l'espèce d'usine mise sur pied par Eichmann. Mais il ne suffisait pas de partir, c'est la seule chose que je rajouterais, il fallait trouver un pays qui vous accueille. Et dans ces années-là, il y avait une crise des migrants, comme on ne disait pas à l'époque, et très peu de pays qui acceptaient d'accueillir. Et si Paul me permet, je trouve qu'il y a un film qui est exceptionnel, qui est le film de Corti, Welcome in Vienna. Donc c'est une trilogie. Et le premier, qui s'appelle Dieu ne croit plus en nous, qui se passe à Vienne, c'est quelque chose de... C'est pas un documentaire, c'est une fiction, mais... basé sur des faits. Mais à mon avis, c'est peut-être le film qui fait le mieux sentir ce qu'a été la situation de ces juifs viennois, qui étaient pour beaucoup d'entre eux, qui appartenaient à la bourgeoisie, enfin qui n'étaient pas un prolétariat, et qui ont eu tant de difficultés à partir, tant de difficultés à trouver un pays et tant de difficultés à vivre après dans ce pays. La France, où ça n'a pas duré très longtemps, puisque l'année d'après, c'était la guerre et l'internement de ces sujets des pays ennemis, comme on disait, dans des camps, un peu partout, finalement dans le sud, mais avant un peu partout, au stade de Colombes, enfin un peu partout, et puis un accueil qui a été aussi, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir gagner les États-Unis, où ils ont été sauvés, la vie a été quand même terrible, parce que ça a été un déclassement oui, terrible. Voilà ce que je pouvais ajouter le temps que Paul s'installe et reprenne la parole. Je voudrais, si tu permets, ajouter quelque chose. Mes amis ici savent que j'ai passé 40 années, les dernières 40 années de ma vie, celle qui m'approche dans la dernière, eh bien, j'ai été témoin, j'ai témoigné dans les écoles au sujet de la Shoah, pensant avec une quasi-certitude que cet enseignement pouvait être positif pour l'éducation de la génération à venir,
la vôtre, celle de vos enfants. Eh bien, il y a un détail qui m'avait terriblement frappé. En 1938, au mois de juillet 1938, il y a eu une conférence, la conférence de Compiègne, d'Évian. Eh bien, quand j'allais à l'école et quand je repensais à ce problème, je demandais souvent le professeur, l'instituteur, vous connaissez l'histoire de conférence d'Évian? Bien sûr, l'Algérie avec, etc. Et très peu de professeurs savaient quel était l'objet réel de cette fameuse conférence. Or, si aujourd'hui je vois les choses un peu différemment, c'est qu'en réalité, cette conférence d'Évian, que j'ai appelée déjà à l'époque conférence de la honte, eh bien, devait décider comment venir en aide aux Juifs allemands et autrichiens. Et finalement, après plusieurs jours de conférences, où chaque pays démocratique, il y avait, je crois, 32 pays qui ont participé à la demande de Roosevelt à cette conférence pour trouver une solution aux 700 000 juifs au total, c'est-à-dire Allemagne et Autriche. Eh bien, il faut trouver une solution. Eh bien, la seule solution qui a été trouvée, c'était Saint-Domingue, qui a accepté 100 réfugiés moyennant paiement. C'est-à-dire qu'il fallait leur payer et dans ces conditions, ils acceptaient 100 juifs. Et voilà que les 32 pays démocratiques n'ont trouvé de la place pour aucun juif. Le Canada qui vient de s'excuser maintenant seulement, eh bien, le délégué canadien, il dit il y a beaucoup d'antisémitisme chez nous, un seul juif serait déjà de trop. Eh bien... C'est une expression en anglais, hein. None is too many. Aucun, c'est trop. C'est une expression en anglais qui est... Ah bon. Oh, pardon, excusez-moi. D'accord. Excusez-moi, vous avez bien fait. Bien, l'attitude du Canada aurait dû être exceptionnelle, tout en étant condamnable. Eh bien, les autres pays n'ont pas trouvé d'autre solution. L'Australie, par exemple, les délégués disaient il n'y a pas d'antisémitisme en Australie. Eh bien, nous ne voulons pas des juifs pour ne pas créer d'antisémitisme. Alors, et c'est ainsi de suite. Et quant aux délégués français, c'est plutôt humoristique. Hein. Il a accueilli les délégués des différents pays. Il était heureux de les accueillir dans un paysage aussi magnifique que Évian, et etc., etc. Enfin bref, ce n'est pas le sujet qui les réunissait, qui les préoccupait, mais le principe. Et il faut vous dire Évian, parce que tout simplement la Société des Nations était à Genève et que la Suisse n'était pas du tout disposée de se mettre en mal avec les nazis. Sans parler qu'un des
petit détail qui est majoritairement ignoré, c'est la Suisse qui était le premier pays qui a demandé aux Allemands d'apposer ou de faire apposer sur les passeports des Juifs en rouge une grande lettre J. Donc, Paul, vous quittez Vienne le 27 novembre, c'est le jour de Oui. son anniversaire. C'est toujours mon anniversaire, je suis toujours né le même jour. D'accord. Donc, vous quittez le 27 novembre et vous partez pas pour la France, je crois. Donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu? Oui, Puisque... mais je voulais tout de même, car l'occasion me donnait aujourd'hui pour la première fois de le dire, que la responsabilité de leur choix ne débute pas la nuit du cristal. Elle ne débute pas à l'annexion de l'Autriche, pas plus que d'autres événements germaniques, mais par l'indifférence des différentes démocraties qui n'ont pas considéré qu'il fallait apporter une aide, aussi minime soit-elle, sous des conditions à définir, pour aider les Juifs d'échapper à l'Allemagne. À telle enseigne que finalement les Allemands pouvaient et ont pris cette autorisation, quelque sorte cette inaction des pays démocratiques comme une sorte de laisser-passer. C'est en quelque sorte de dire, bien, puisque vous ne savez pas quoi en faire, à plus forte raison, nous n'avons rien à faire non plus. Et ce qui fait que, après cette nuit des cristals seulement, après, ont commencé les actions plus violentes et notamment les autodafés des livres et autres. Et c'est là où je voudrais également qu'il soit retenu les propos du président Johnson il y a 200 ans a dit dorénavant dans notre civilisation aucun livre ne sera brûlé. Et c'est Henri Heine, j'avais exprimé dans mon livre un doute, mais c'est Henri Heine qui a vécu d'ailleurs et qui est mort à Paris, qui est un des grands poètes allemands, qui a dit là où on commence à brûler les livres, on finit par brûler des hommes. Et Henri Heine a bien vu plus clair que les présidents américains. Et par conséquent, ce que je voudrais surtout, et mérite à mon avis d'être revu si on a le courage de le faire, c'est de dire que les débuts de la Shoah, c'est la conférence échouée de Évian 1938, d'autant que cette conférence s'est évidemment terminée avec la création d'une commission, et le président de cette commission était un de nos très grands amis, c'était l'Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui a été l'occupant après la guerre de 14-18 de la Palestine de l'époque. C'est l'Angleterre qui a cédé sans demander la permission à quiconque une partie de la Palestine qui est la Jordanie d'aujourd'hui pour respecter une promesse qu'ils avaient faite à un homme de la famille royale d'une famille
soi-disant royale, et oubliant totalement l'engagement de Balfour dans lesquels avait lui promis la création d'un État juif ou d'un foyer, tout au moins d'un foyer juif. On va revenir, parce que là, on s'éloigne un tout petit peu de notre sujet, mais les choses sont liées, on en est bien conscient. Est-ce que tu peux juste dire dans quelles circonstances vous êtes, enfin, donc vous partez fin novembre, et pourquoi vous allez en Belgique alors? Bien. Et où vous allez exactement en Belgique? Ouais. D'abord, une des raisons que je n'ai peut-être pas mentionné en tous les cas ici, mais je l'ai dit dans mon livre, une des raisons du retard de notre départ d'Autriche venait du fait de ma grand-mère. Ma grand-mère qui était une vieille dame. Aujourd'hui, j'ai presque envie de retirer ce terme de vieille parce que elle avait que 74 ans. Et alors, évidemment, elle marchait mal. Elle n'était pas, c'était pas précisément une femme qui faisait de la gymnastique journalière et ne connaissait pas les massages. C'est une vieille juive pieuse, pratiquante, orthodoxe, elle-même d'origine russe, où elle a subi des pogroms et où elle a perdu ses parents toute jeune. Voilà, raison, ma grand-mère donc vivait chez nous à la maison et par conséquent il n'était pas question, nous n'avons pas, il était impossible de trouver un moyen de partir à cause de cette vieille dame. C'est parce que Pourquoi la Belgique? Pourquoi la Belgique? Ah oui, alors vous oui. êtes finalement parti sans elle? Oui, alors finalement, il y avait après la nuit de cristal, effectivement, il n'y avait pas d'autre solution que de caser, si je puis dire, ma grand-mère dans une famille juive pratiquante qui, pour raison d'âge, ne pouvait pas partir de Vienne. Eh bien, nous avons eu des amis qui nous ont précédés en Belgique. Et cette famille belge nous a envoyé un tracé, si je puis dire. Il n'y avait pas encore de GPS à l'époque. Alors, donc, comment on peut illégalement, dans des meilleures conditions matérielles possibles, quitter Vienne pour la Belgique. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes habillés en double. Nous avons pris les minimums dans une petite serviette et nous avons quitté donc Vienne où nous pouvions partir puisque nous étions en règle avec les autorités autrichiennes. Nous avons ainsi traversé toute l'Allemagne, Cologne, Aix-la-Chapelle, etc. Et là, nous avons traversé la frontière belge. Nous avons été effectivement arrêtés par un douanier, mais finalement, nous avons quand même réussi à le contourner quand il nous avait abandonnés pour revenir sur notre chemin et nous avons pu à pied finalement parvenir jusqu'à Mons où nous avons pu enfin prendre le train pour la Belgique. Et vous êtes arrivé dans quelle ville?
nous sommes arrivés à Bruxelles où habitaient nos amis. À l'époque, la qualité d'accueil, la, comment dirais-je, la, la solidarité était plus développée qu'aujourd'hui. Nous avons pu nous installer pour quelques jours chez eux, alors qu'ils avaient un tout petit appartement et qui était déjà bien rempli. Voilà, donc nous sommes arrivés à Bruxelles. Un petit détail simplement pour Bruxelles, ce qui était le plus important dans le futur, pour mon futur, c'est qu'on a créé une école pour les jeunes juifs. Après un examen, j'étais accepté de faire partie d'une école où il y avait de la place pour 100 jeunes gens. Et je vous dis cela parce que dans le développement ultérieur, cette école qui était faite pour des réfugiés était une école assez exceptionnelle. On apprenait plusieurs langues, d'abord, ne serait-ce que le français, l'anglais, l'espagnol. Nous apprenions également plusieurs métiers et qui devaient nous permettre, en arrivant quelque part de définitif, de survivre. Comme il nous reste assez peu de temps, je vous propose, on ne va pas parler de la vie d'après. En général, Paul, qui vient témoigner ici ou autre part, parle plutôt de la période de la guerre, puisque après la Belgique, c'est la France, jusqu'en 1942, l'arrestation avec toute sa famille, la déportation à Auschwitz, alors qu'il a 2 ans de plus, mais qu'il est encore très jeune. On va peut-être ne pas parler de ce sujet, qui est le sujet qui est le plus développé dans son livre Le Soleil voilé, puisque la période de l'Autriche est plus limitée. Mais je voudrais pas, avant de donner la parole à la salle pour qu'il pose 1 ou 2 questions, souvent tu es venu témoigner, enfin souvent, quelquefois tu es venu témoigner en allemand. Et comme c'est ta langue maternelle, j'aimerais qu'on t'entende de dire quelques vers en allemand, ce que tu as fait régulièrement, pour qu'on entende ta sonorité. On me dira s'il y a ou pas un accent yiddish. Eh bien, effectivement, j'ai fait une conférence similaire à celle d'aujourd'hui à Berlin, il y a quelques années, et où j'ai pu raconter tout cela en allemand. J'avoue que j'étais moi-même surpris par les restes de l'allemand qui me reste, que j'avais conservé, mais ça s'est très bien passé. L'accueil était exceptionnel. Je dois dire, je n'ai pas reconnu les Allemands. C'était pas mes Allemands. Alors, voilà. Quelques mots en allemand. Un poème. Tu récitais du Heine. Lorelei. Juste quelques mots pour qu'on t'entende. Je cherche. Non. Ah, il cherche autre chose. C'est celle que je peux aussi. On a plusieurs collègues germanistes dans la salle, mais on ne leur demande pas de souffler. Schweige zwischen Hören und Sagen. On va prendre 1 ou 2 questions. Je m'excuse, mais est-ce que c'est clair? Oui. On va prendre 1 ou 2 questions. Bon, peut-être 3 petites questions et 3 petites réponses, et on sera obligé de faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions? Mademoiselle, à droite.
Là-bas. Tu as levé la main. Le monsieur. Là. Bonjour. Donc vous avez cité la conférence d'Évian, donc de juillet 38, mais la date des accords de Munich du 29 septembre 38 n'a pas été citée. Est-ce que ça n'a pas été le feu vert donné pour cette nuit de cristal qui s'est passée donc le 9 novembre 38? Oui, effectivement. Mon propos... Paul, je te propose, avant que tu répondes, on va peut-être prendre les 2-3 questions à la suite, parce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions, si des questions historiques ou... Allez-y, madame. Je voulais... Madame, vous avez dit que la nuit de cristal devait être comprise comme un pogrom. Alors ma question c'est, puisque c'était un pays très antisémite, est-ce qu'il y avait déjà eu, assez récemment, des pogroms? D'accord, on prend la deuxième question. Je m'excuse que je n'ai pas compris. Je pense qu'Annette va répondre tout à l'heure sur l'antériorité. Est-ce qu'il y a une troisième et dernière question, s'il vous plaît? On répond à ces 3 questions. Non, tout au fond, allez, oui, ce sera la dernière. Tu vas pouvoir répondre sur la conférence. Madame Vivorka, à propos des pays d'accueil, est-ce que le Royaume-Uni ou l'Angleterre ne se distinguait-elle pas tout de même comme option, si je puis dire, pour le salut des Juifs? Est-ce que Freud n'a dû son accueil qu'à sa célébrité et qu'à l'association de psychanalystes, etc.? Les Anglais ont accueilli des personnes. Paul, d'abord peut-être sur un tout petit mot sur la conférence de Munich. Donc est-ce que ça, d'après toi, mais ça a un impact? Oui, l'impact est tellement important que vous posiez justement cette question. Notre monde, eh bien, quelque religion que ce soit, quelle que soit la philosophie qui est utilisée, on parle toujours d'un début et d'ensuite des conséquences de ce début. Et il me paraissait important de vous rappeler que pour non-assistance à personne en danger, on va aujourd'hui en prison. Alors, en l'occurrence, les nations représentent des personnes et beaucoup de personnes. Par conséquent, ils ont une responsabilité évidente dans la fin de ce que nous avons connu. Je vous rappelle que le lendemain de cette conférence échouée, et cette conférence non aboutie, a fait écrire dans un journal, voilà le mot allemand que vous souhaitez, Völkerschau-Beobachter, nous avons des juifs à vendre, mais personne en veut. Je ne sais pas quel rapport vous faites avec la conférence d'Évian et le Shoah. Annette, tu veux dire 2 mots historiques? Deux mots historiques. En appuyant sur le bouton. Le bouton. Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu de véritables pogroms dans l'Allemagne nazie entre 1933 et 1938. Ouais. En juin 1938. C'est Corinne Chaponnière qui répond et qui répondra à la question tout à l'heure, parce que là on a très peu de temps. Sur l'Angleterre, tous les pays ont accueilli au compte-gouttes et notamment des personnalités. Donc en Angleterre, il y a eu un certain nombre d'intellectuels juifs qui ont été, accueillis. Effectivement, les Kindertransporten qui ont été
accueilli avec l'aide des organisations juives et notamment de la famille Rothschild. Donc il y a eu comme ça au compte-gouttes et des petites choses un peu partout. Et la France ne s'est pas si mal comportée parce que bon, nous on est judéo-centrés, ce qui est bien normal, mais il faut se rappeler aussi que il y avait eu la guerre d'Espagne, ce qu'on a appelé la retirada, c'est-à-dire des centaines de milliers de réfugiés républicains espagnols. Donc on était vraiment dans une période de grande... ben oui, j'ai utilisé le terme de crise des migrants, qui est un terme actuel. Et moi, parfois, quand je vois l'actualité, quand on pense, par exemple, au Saint-Louis, qui s'est baladé partout pour finalement revenir en Europe, on se dit que l'égoïsme des nations est quand même une grande constance aussi. Je ne sais pas ce qu'on dira à nos petits-enfants quand ils nous poseront un certain nombre de questions. Vous aurez probablement quelques difficultés en présence de la réalité d'aujourd'hui, où ce sont des millions de personnes qui émigrent ou immigrent, et on trouve des solutions pour ces personnes. Et rien qu'en Israël, qui était à l'époque de sa création de 840 000 juifs, sont aujourd'hui 5 millions. Alors ce que veut dire, lorsqu'on veut, on peut. Le problème, c'est de mesurer les avantages et les inconvénients. Quant à Saint-Domingue, la communauté juive a créé une sorte de kibbutz et est aujourd'hui le seul fournisseur de lait pour l'ensemble de l'Afrique du Sud. Alors, c'est vous dire que lorsqu'on veut, on peut et on pouvait. On pouvait, mais il aurait fallu. Et je viens de vous dire qu'il semblerait que le Canada a trouvé moyen, 80 années plus tard, de s'excuser de son attitude vis-à-vis du judaïsme. On va remercier Paul Schaeffer d'être venu aujourd'hui. Merci aussi à Annette qui revient dans un petit quart d'heure. Voilà.